Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition légèrement décalée en raison de la retransmission des séances parlementaires hebdomadaires. Voici les titres de l'actualité. Lancement aujourd'hui à Rabat du processus de renouveau de la politique de l'aménagement du territoire, toute une démarche pour un développement équilibré et inclusif. La conversion des cultures à forte valeur ajoutée, l'arboriculture et le maraîchage en tête, une priorité du plan Maroc vert. Les expériences réussies s'enchaînent. Nous le verrons dans la province de Sfro. Les journées du patrimoine de retour dans nos villes, tout un programme au service des composantes d'un héritage immatériel. Leur reportage est à Marrakech, à découvrir en fin de ce journal. Le défi des disparités territoriales et du développement inclusif, des enjeux au cœur de toutes les réflexions. À Rabat, une conférence nationale s'est tenue aujourd'hui. Elle marque le lancement du processus de renouveau de la politique de l'aménagement du territoire et l'élaboration d'une conception unifiée au niveau central et territorial. L'objectif aussi est d'aboutir à une meilleure cohérence et une planification stratégique au niveau des régions. Les explications de Zakia Belkas et Souad Anachet. Les inégalités territoriales et leur corollaire de disparités socio-économiques se creusent de plus en plus. Elles sont de plus en plus décriées et exigent de nouvelles approches plus pertinentes pour faire face aux défis. Pour ce faire, une réflexion collective et profonde dans le cadre des OPAT, orientation de la politique publique de l'aménagement du territoire, dont l'élaboration est menée dans la perspective d'une meilleure cohérence territoriale. Une forte pression du fait de la précarité s'exerce sur nos régions, particulièrement celles du littoral, en but à de nombreux défis d'ordre économique, social, mais aussi écologique. Il y a également les séquelles des multiples politiques sectorielles sur nos territoires. Convergence territoriale des politiques publiques à l'aune de la régionalisation avancée, ou de quelle manière cette dernière conforterait l'impératif de la cohérence des politiques publiques? Quelle place accorder à cette problématique dans la révision du modèle de développement? Les conférenciers apportent des éléments de réponse. Depuis les 30 dernières années, il s'agit de mettre à niveau le pays, mais pour lequel il s'agit aussi d'embrasser, d'entreprendre de nouveaux chantiers, et en particulier le chantier de la cohésion nationale, le chantier de la capacité à entraîner toutes les régions dans le développement. Et pour donner corps au processus d'élaboration des OPAT, une convention cadre a été établie entre l'Association des régions du Maroc et le ministère de tutelle, à une phase où les rôles des acteurs locaux sont en train d'être redéfinis pour accompagner le processus de régionalisation avancée en leur conférant de nouvelles compétences. C'est un très bon exercice susceptible d'aboutir sur du positif. Les régions seront dotées de mécanismes et d'outils de travail pour pouvoir être en capacité de lutter contre les disparités territoriales. Un débat national et territorial sera lancé pour accompagner ce processus d'élaboration des OPAT dans la perspective d'un renouveau de la politique d'aménagement du territoire national. Les enjeux de l'aménagement du territoire et de la réduction des disparités passent aussi par une bonne mise en application du chantier de dématérialisation. C'est dans ce sens que la généralisation du guichet numérique unique des autorisations d'urbanisme poursuit son chemin. La Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur en fait l'annonce pour la simplification et la digitalisation des procédures et le renforcement de la traçabilité. Le département publiera périodiquement un classement des communes en fonction de leur délai moyen de traitement des demandes d'autorisation qui sera disponible sur le site www.dataurbain.ma. L'appui à la conversion des terres agricoles, en voici une des missions du plan Maroc vert. Des expériences de ce genre se sont vite transformées en succès. C'est le cas de l'une des exploitations agricoles d'Asfro qui a reconverti des terres-bourgs en superficie dédiée à l'arboriculture. Une aubaine aussi pour les jeunes car le projet tend aussi à promouvoir le taux emploi. Ahmed El-Fadeli, Mohamed El-Jkar. Ces jeunes diplômés universitaires ont des idées à la hauteur de leurs ambitions. Ici, très attentifs aux conseils d'un technicien agricole.
وغتجي نحلة وغتلقحها. Nous leur assurons des formations théoriques sur le terrain, notamment pour tout ce qui est élagage des arbres fruitiers, traitement phytosanitaire ou encore application des engrais. Grâce aux jeunes universitaires, ce qui était un terrain agricole pour des cultures vivrières en bourg est devenu aujourd'hui une véritable exploitation moderne d'arboriculture fruitière. Nous avons bénéficié de 8 hectares de terres agricoles. Nous les avons plantés en arbres fruitiers, des pommiers, des pêchers, des abricotiers et autres. Un projet qui fructifie. Auto-emploi pour les jeunes diplômés, mais aussi des centaines d'heures de travail pour les jeunes de la commune. Auparavant, nous devions nous rendre à Meknès, Azrou ou encore Ifran pour trouver du travail. Aujourd'hui, nous travaillons juste à côté de chez nous. Cette exploitation d'arboriculture fruitière est également équipée avec un système moderne d'irrigation au goutte à goutte, subventionné dans le cadre du plan Maroc Vert. Les jeunes diplômés reconvertis en agriculture travaillent aujourd'hui à l'amélioration des techniques de commercialisation de leur production. À l'international, le bilan de la vague d'attentats suicides du dimanche de Pâques au Sri Lanka s'alourdit. 300 morts et 500 blessés, parmi eux une Marocaine de 38 ans. C'est ce qu'annonce l'ambassade du Maroc en Inde. La victime a été blessée dans l'explosion d'une bombe dans un hôtel à Colombo. L'ambassade du Maroc en Inde, également accréditée au Sri Lanka, a pris contact avec les autorités sri-lankaises pour qu'elles prennent les mesures nécessaires et apporter une assistance à la ressortissante marocaine. Un lourd bilan donc au lendemain de ce carnage qui a visé plusieurs églises et hôtels du pays. Ce lundi, une explosion s'est produite à Colombo lors d'une opération de déminage d'une bombe dans une camionnette arrêtée à proximité d'une église frappée la veille par un attentat suicide. On ignore à ce stade s'il y a des victimes. Aucun groupe n'a pour le revendiquer ces attaques coordonnées. 24 personnes ont été arrêtées et l'état d'urgence est décrété. Les tensions montent au Soudan après la suspension des discussions entre le mouvement de protestation et l'armée au pouvoir qui a exigé de manière pressante la levée des barrages bloquant l'accès à son QG, point de ralliement de milliers de manifestants. Les protestataires assemblés jour et nuit à cet endroit depuis plus de 2 semaines ont de leur côté promis d'intensifier le mouvement pour obtenir le transfert du pouvoir à des civils. Autre bilan meurtrier, au moins 5 morts aux Philippines dans l'effondrement de 2 bâtiments ébranlés par un fort séisme dans le nord de l'archipel. Séisme qui a provoqué l'évacuation de milliers de personnes dans le centre de la capitale Manille. La secousse tellurique a provoqué une panne d'électricité qui entrave le travail des secouristes. Le tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 s'est produit dans l'île philippine de Luzon, la plus grande et la plus peuplée du pays. Rabat et Pékin renforcent leur coopération dans le 7e art. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision vient de sceller un partenariat avec la China Movie Channel. En vertu de cet accord, 5 films chinois seront programmés dans le cadre d'un cycle ayant comme thème le cycle du cinéma chinois contemporain. La programmation de ce cycle se fera pendant le mois de Ramadan qui enregistre une forte audience. Le démarrage est prévu le premier vendredi du mois sacré avec un long métrage de Jackie Chan. Ce nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre de la célébration des 61 ans des relations diplomatiques entre les deux pays et la volonté commune de promouvoir davantage la coopération culturelle tout en renforçant le rôle des supports médiatiques en la matière. Cette manifestation Place à présent à une virée du côté des richesses naturelles et touristiques du royaume. Nous commençons par la province de Taza où les cascades Ait Smaïl font le bonheur des amateurs de canoë et de spéléologie. Un spectacle merveilleusement façonné par une nature tout aussi bien faite. C'est le petit trésor caché de la province. À Mrawa, petit village situé entre Taza et Bouiblen, se trouvent les cascades Ait Smaïl. Découvertes il y a peu de temps, elles font le bonheur des spéléologues et des amoureux de canoë.
Cela ne fait qu'une année que nous avons commencé à pratiquer cette activité sportive aux cascades d'Ismail. Nous entamons la descente pour la première fois. Malgré la difficulté de l'exercice, ça sera avec plaisir que nous entamerons la descente. Malgré un terrain très rocailleux, la verdure est omniprésente. Après quelques moments de détente, on ajuste les casques et on met les gilets de sauvetage. L'aventure peut commencer, ce n'est que du bonheur. La région possède des grottes et des cascades magnifiques. Cela nous encourage à pratiquer ce sport. La spéléologie est une activité très enrichissante. Depuis la découverte du lieu, de nombreux touristes ont visité l'endroit, entre 1000 et 1400, en l'espace d'une année. Le seul bémol, c'est le manque d'infrastructures d'hébergement. Perspective du développement de la province de Taza en tant que région d'accueil touristique, le label Pays des grottes est proposé par les services du tourisme de la province par la création d'une branche de spéléologie à la faculté pluridisciplinaire de Taza. De Taza Cap maintenant sur Midelt, plus précisément la commune Mibladen, qui ne manque pas d'attrait pour doper l'activité touristique. Des plantes rares, une mythologie riche et même un gisement de mines. Un bel arrière-pays que l'on découvre avec Ahmad El-Fadeli et Nesrine El-Hamdawi. Mibladen, une petite commune dans la province de Midelt, mais elle est grande par son potentiel naturel. Ce groupe de touristes hollandais a fait le déplacement pour le découvrir. D'emblée, le dépaysement est à portée de main pour eux, avec cet agréable son de Dame Nature et la beauté du site. Pour bien comprendre la spécificité du lieu, ils sont guidés dans leur virée par un professeur-chercheur natif de la région. Son cheval de bataille, promouvoir la province de Midelt à tous les niveaux. Nous avons des plantes spécifiques surtout dans cette rivière de la Moulouia qui se trouve dans la région de Ahuli Mibladen. Nous avons par exemple ici le caprier et le caprier n'existe qu'ici et cette région recèle énormément de minéraux et il y a tout un commerce de collectionneurs qui se greffent justement sur cette région. Pour explorer de visu cette richesse minière, nos touristes ont dû traverser tout un tunnel pour atteindre un gisement minier qui faisait vivre de nombreuses familles de la région. À quelques encablures du site, ces visiteurs se sont fondus dans le quotidien de la population locale. L'idée est de goûter à la simplicité de la vie dans le Moyen Atlas. Cette zone est très spéciale. Nous avons fait une excursion accompagnée d'un bon guide. Nous avons pu découvrir des minéraux, d'anciens minerais de la région. Nous avons contemplé la belle rivière qui traverse la province. Nous avons également eu la chance de voir des pierres précieuses. Et pour couronner notre virée, une famille amazigh nous a invités à se joindre à elle et à déguster un généreux déjeuner. Notre but était d'explorer le mode de vie de la population locale. Impossible de rentrer sans faire une halte dans ce qui reste de cette ancienne kasbah qui date du XVIIe siècle. Ces vestiges parlent d'un passé chargé d'histoire. La population amazigh est très proche de mon cœur. Elle est sympathique et avenante. Derrière moi, vous apercevez cette kasbah qui est malheureusement dans un état piteux. J'espère la voir restaurée un jour pour permettre au plus grand nombre de visiteurs de connaître la richesse du patrimoine du Maroc. Après une longue journée, nos touristes peuvent se permettre un bon thé qui fleure bon les herbes aromatiques de la région. Un moment de partage qu'ils s'offrent au milieu d'un paysage époustouflant.
Autre espace grandeur nature, la destination Ouarzazate, la ville des 1000 Kasbah, un must non seulement pour les touristes mais aussi pour les sportifs, ceux notamment qui s'y sont retrouvés à l'occasion du 6e Eco Trail Morocco, une course à pied sur 70 km. Des coureurs du Maroc et d'Europe y ont trouvé leur bonheur avec un souci écolo puisqu'il s'agit pour eux de sensibiliser à la protection de l'environnement. Nordine Aferi, Qaïma Belouchi, Dominique Orlando. Week-end enthousiasmant pour la majorité des 120 concurrents et concurrentes ayant pris part au 6e Éco-Trail de Ouarzazate qui fut inondé par un soleil déjà très très chaud. Cela évidemment influe quand on a à parcourir la distance de 70 km en 3 étapes. D'Espagne, de France, d'Italie, de Belgique et du Maroc, tous les concurrents avaient le même programme dans cette course qui se pratique à libre allure. Plutôt difficile parce qu'il y a la chaleur, les cailloux et puis peut-être l'altitude. On n'habite pas à 1100 mètres d'altitude et donc pour nous c'est une difficulté supplémentaire. Donc c'était très beau, un peu chaud pour moi, on n'est pas habitué encore à ces températures. Après, niveau course, forcément, ça part vite. On y allait tranquillement parce qu'il faut tenir 3 jours. Il fut d'abord question de 24 km le premier jour, puis 25 le lendemain et enfin une dernière étape de 21 km, ce qui fait effectivement 70 tours ronds. Superbe parcours, paysage grandiose, on me suis permis de m'arrêter également pour faire des photos. Un peu parti vite, difficile de trouver son souffle avec l'altitude, mais super paysage, j'espère que ça va continuer comme ça, on en prend plein les yeux. Alors parcours pour nous magique, parce que nous c'est les montagnes, ça monte de suite, ici c'est très roulant, alors pour moi c'est pas forcément facile, mais dès que ça monte à peine un peu, voilà, j'arrive à remonter tout doucement. Après oui, on a vu des chameaux, un berbère, je me suis arrêté faire une photo avec lui, voilà, ça c'est magique, sur le parcours c'est super. À travers cet événement sportif et citoyen, c'est toute la ville de Ouarzazate et région qui leur est donnée à contempler. Une première pour la plupart d'entre eux, autrement dit une vraie parenthèse, très loin de leur pays d'origine, soit l'équivalent d'un vrai film vécu en mode live et comme en a d'ailleurs tant inspiré la ville elle-même. Marrakech célèbre le mois du patrimoine. Une série de manifestations culturelles et artistiques est au programme partout dans la ville ocre. Des visites sont proposées dans des sites emblématiques comme le Palais El Berria, un bel édifice du 19e siècle qui révèle toute une histoire. Amina Allah, Mohamed Hassan Meskour et Mounia Marrouche nous en révèlent quelques facettes. Une architecture andalouse imposante et des façades ornées de bois de cèdre et des frises en plâtre, le Palais El Berria est une destination aussi captivante pour les visiteurs quant à la mémoire du lieu et l'intrigue est fait appel au sens. C'est très beau, je suis tellement impressionnée par la splendeur du palais et surtout sa décoration. En plus, j'apprécie beaucoup la musique qui résonne ici. Je crois que ce palais, il a été édifié pour une femme qui est morte, c'est ça ? Et qui son mari avait un amour tellement fort pour elle qu'il a construit ce palais, c'est ça ? Construit au 19e siècle à l'époque du vizir Ahmed Ben Moussa, qui en faisait sa demeure officielle, le Palais El Berria ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Émerveillés, les touristes explorent ses nombreuses pièces. Nous aspirons, à travers ces journées du patrimoine, à sensibiliser sur la richesse et l'importance de notre héritage culturel, car il fait partie de notre identité, d'où l'importance de sa préservation. 5 millions de dirhams auront été nécessaires à la restauration de ce monument chargé d'histoire à la cité ocre. Un bain de jouvence dans le plus grand respect de la tradition architecturale du palais. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. D'autres titres de l'actu à 20h30 en compagnie de Mrim Laofir. Passez une agréable soirée.